Ce n'est pas un contrôle, mais là c'est la légifération. C'est dans le cadre de la légifération qui est une des missions des élus nationaux ou des élus. Je suis venu déposer une proposition de loi modifiant et complétant la loi 14 qui, depuis un temps, depuis des années, on avait une loi de 69 qui avait montré beaucoup de lacunes, mais en 2012, il y a eu la loi 14, et la loi 14 qui a été signée, promulguée par le chef de l'État. Cette loi, c'est vrai que même si on attendait les mesures d'application, mais il s'avérait qu'il y a eu d'autres matières de la bonne gouvernance environnementale qui étaient restées et nous devions compléter. Et notamment, il y a eu beaucoup de choses. Il y a, par exemple, dans une aire protégée, nous avons des conflits entre la communauté et les gestionnaires, mais les mécanismes de gestion de ces conflits-là, il n'y avait pas de mécanisme de plainte. Donc on devait ajouter. Il y a par moment, on a toujours l'envie de créer par moment des aires protégées, des parcs dans notre pays. Mais il faut suivre aussi, il faut tenir compte, impliquer la communauté, et que la communauté arrive à accepter la procédure, les processus pour qu'on puisse dire, ok, ici on peut certainement ériger une aire protégée ou une zone de conservation. Mais il y a eu un moment où on imposait les gens. On vient seulement, on dit, bon, ok, cette forêt-là, on prend et puis on impose, l'État impose. Non, non, nous avons pensé que, de façon participative, nous devrions associer la communauté pour arriver à ça. Il y a aussi, par moment, ce n'est pas seulement les aires protégées que nous avons. Nous avons des zones qui sont en dehors des aires protégées, en dehors des parcs, mais qui sont dans les villages. Et ces zones-là, qui par moment, il y a des zones naturellement protégées. Et nous devons certainement officialiser, et même s'ils sont en dehors du parc, mais ça contribue quand même dans la gestion de l'écosystème, de notre biodiversité. Nous devons aussi, comment les mettre, donner un sens juridique. Et enfin, il y a un conflit, il y a toujours depuis la nature, il y a la coexistence entre l'homme et l'animal. Mais avec le temps, nous avons compris qu'il y a dans notre loi, on protège plus l'animal, mais l'homme n'est pas protégé. Vous voyez, la loi 14 ne parle pas de la protection de l'homme face à l'animal. Et vous allez comprendre enfin que dans tous les pays, je prends Malembankulu, je prends les Haut-Katanga, je prends le Uvira, donc je prends le Grand Kivu, je prends le Congo central, je prends Oriental, je prends Maïndombe, je prends les Grands Kasaï dans Louisa, je prends les Grands Équateur à Poende, à Monkoto. Pourquoi pas à Bassan-Koussou? Même aujourd'hui, à Bassan-Koussou, il y a un problème. Donc, il y a les animaux protégés qui arrivent à menacer et à tuer l'homme. Mais quand ils tuent l'homme, personne ne parle. Il n'y a même pas un PV qui s'est fait. Donc, quelque part là, l'État dit, les OPJ disent, oh, mais nous n'avons pas, nous allons tabler sur quoi? Donc, légalement, il n'y a pas une ligne qui parle de ça. Donc, nous, comme parlementaires, dans le cadre de la légifération de loi, nous avons pensé que nous devons ajouter, amener un plus pour que la législation congolaise puisse en trouver et que nous puissions, dans les buts de bien garder la biodiversité de notre pays, nous avons pensé amener un plus dans ça. Donc c'est une loi qui touche toute la RDC. Hein, je vais vous dire qu'à Louisa, aujourd'hui, on peut compter plus de 200 personnes qui sont mortes parce qu'il y a eu les éléphants qui ont tué. À Malembankulu, dans les Grands Katanga, il y a les éléphants qui saccagent les champs. Mais dans tout ça, l'homme n'est pas pris en compte. Et puis, il n'y a pas un système de réparation. C'est comme ça que nous avons pensé que nous puissions avoir une caisse de réparation qui sera gérée, par exemple, par l'ICCN, qui est l'organe qui gère les animaux, dans le sens que s'il y a un problème, on ne puisse plus aller tourmenter, déranger le ministère de l'Environnement, déranger l'ICCN. Et l'ICCN dirait avant, non, non, nous n'avons pas une ligne. Mais si la loi serait acceptée, votée par les collègues députés nationaux et que le président de la République met sa main, il y a une ordonnance. Donc, on va combler les trous qui est dans notre loi 14 qui a été promulguée depuis quelques années.
Est-ce Et ce cadre dans sa cible 3 et l'objectif 30 x 30 recommande aux États de fournir d'efforts afin de sécuriser au moins 30% de leurs espaces d'ici à 2030. C'est comme ça que la RDC était appelée, comme l'a dit Honorable, à revisiter ses stratégies et plans d'action nationaux sur la biodiversité. Et parmi les priorités, c'est justement, en dehors des aires protégées, de promouvoir aussi d'autres modes de conservation faites par les peuples autochtones et des communautés locales. C'est ce qu'on appelle actuellement les autres mesures efficaces de conservation basales. Ça, ce sont des instruments politiques. Alors, comme l'honorable a pris l'initiative de réglementer cette question liée au conflit homme-fort et les mécanismes de réparation, il était aussi important que les experts qui sont à ses côtés, les experts de la société civile et les autres qui accompagnent les peuples autochtones et les communautés locales, d'insérer aussi des thématiques émergentes, notamment les autres mesures efficaces de conservation, les aires de conservation communautaires que nous appelons les APAC, la question, comme il l'a dit, liée au conflit homme-fort, la question de mécanismes de gestion des plaintes. Vous savez qu'il y a beaucoup des contentieux, des plaintes entre le problème entre les gestionnaires des parcs et des espèces, ainsi que les communautés. Comment on met en place de manière légale un mécanisme de règlement, n'est-ce pas, de ces conflits-là. Il y a la question liée au consentement libre, éclairé en connaissance des causes, le CLUP. Auparavant, honorable, vous savez que c'était juste une consultation. On imposait même. On imposait même. Actuellement, nous voulons que la loi sur la conservation puisse avoir une approche qui consulte les communautés avant l'érection ou l'élargissement d'une aire protégée. Donc, en dehors de ça, il y a les questions, par exemple, liées au partage des bénéfices, découlant de l'utilisation de tout ce que nous avons comme ressources génétiques et comment l'État insère dans sa législation le mécanisme pour que les communautés qui ont toujours gardé ces espaces avec l'évolution de la technologie, comment les communautés peuvent aussi tirer profit de toutes ces études, toutes ces réalisations qui sont faites par les firmes, par exemple, pharmaceutiques, qui produisent des médicaments, et tout en s'inspirant à nos ressources au niveau du pays. Donc c'est ce qui nous pousse maintenant à accompagner l'honorable pour vraiment étoffer, renforcer cette loi avec des thématiques émergentes pour que nous puissions voir comment résoudre un certain nombre de problèmes, mais aussi répondre aux engagements pris par l'État au niveau international. Merci beaucoup. Bon, je voulais ajouter